produire quelques décalages par rapport à nos évidences actuelles et produire ces décalages à la fois par l'histoire. Moi, je vous raconterai bien des petits épisodes clés ou un épisode clé de l'histoire de la lecture en Occident, particulièrement le passage de la lecture orale, vocale, à la lecture silencieuse et ses implications. Et puis ça peut être aussi des décalages qui sont produits par le fait de changer de culture, jusqu'à même questionner comment lisent les animaux. On lit aujourd'hui en Occident d'une façon différente de la façon dont on lisait dans la Grèce ancienne, où par exemple on ne lisait pas silencieusement. La première trace d'un moment de lecture silencieuse, c'est chez saint Augustin. Le moment où on commence à lire silencieusement, ça va avec quoi d'autre? Et moi, par exemple, une chose qui m'intéresse là, c'est que ça va avec un rapport à soi qui est différent. Dans l'Antiquité, on s'intéresse assez peu à soi-même en tant que sujet individuel. Savoir qui suis-je, c'est pas une question qu'on se pose classiquement. Savoir ce qu'est l'homme, en général, est une question bien plus instructive. Le moment où apparaît la lecture silencieuse, le premier témoignage qu'on en a, c'est dans les Confessions d'Augustin, et les Confessions, c'est aussi le premier récit autobiographique, comme si à la fois se combinait la transition de l'oralité à la lecture silencieuse et le moment où émerge un rapport à soi comme sujet individuel, nouveau. C'est sûr qu'aujourd'hui, on se vit comme un sujet individuel, avec une histoire perso, qu'on a envie d'interroger ses souvenirs d'enfance, etc. Mais décrocher de ça, c'est fameux comme geste philosophique. Moi, le petit décalage qui est basé sur une expérience personnelle qui m'a permis d'entrevoir d'autres modalités de la lecture, semble confirmer ce que vient de dire Gaël. Dans un monastère tibétain qui est chargé de transmettre une certaine culture et donc une immensité de textes, comment lisent-ils? Déjà, ils lisent en mémorisant un certain nombre de choses, ils lisent en commentant ces textes-là, mais surtout, ils ne lisent pas silencieusement. C'est très bruyant pour apprendre, ils ont besoin de leur voix, de leur corps. Et l'objectif n'est pas du tout de développer une forme de finesse dans la connaissance de soi ou une subjectivité particulière. C'est vraiment de trouver un équilibre entre un corpus bien défini qui fait autorité. Alors il faudrait se poser la question, nous, tiens, est-ce qu'on a quelque chose comme un corpus bien défini? Il semblerait que les philosophes qui s'intéressent à l'histoire de la philosophie, eux, ils ont un corpus bien défini, même s'ils se disputent sur l'étendue de ce corpus. Et puis, au sein de ceci qu'on transmet, il faut malgré tout ne pas se faire écraser par l'autorité. Je veux dire, lire et apprendre, c'est pas simplement répéter. Ou alors c'est répéter mais en opérant des variations et sans écraser la liberté d'interprétation. Il faut aiguiser l'intellect, il faut creuser ce qu'on lit, approfondir le sens, sans dépasser les bornes. Ce simple regard nous questionne aussi sur nous, tiens, de quoi disposons-nous? Enfin, est-ce qu'on a un corpus comme ça? Est-ce qu'on est les héritiers d'un sens préétabli? Et puis surtout, est-ce qu'on cultive cet art de l'interprétation? Ce sont vraiment des techniques qui se distinguent de la lecture, je dirais, littérale. Ce sont des lectures à multiples niveaux où s'élabore un sens, qui sont même utilisés en thérapie. Je veux dire, la bibliothérapie, voilà, ça sert à ça. Nous, on n'est plus très habitués à mémoriser des textes. Or, peut-être qu'on devrait réviser ça, et au contraire, cultiver la mémoire, ça nécessite un certain nombre de techniques et c'est très très utile. Mais mémoriser un texte en le psalmodiant, ça fait on a recours à la mémoire auditive et il semblerait qu'on retienne bien mieux comme ça. Dans les monastères au Tibet, c'est à l'opposé de ce qu'on imagine être un monastère qui est un lieu silencieux de recueillement. Au contraire, là, quand les jeunes moines apprennent à lire et apprennent leurs textes, ils se dandinent d'avant en arrière et ils récitent très très haut. Ils entendent les autres et ça crée une forme d'émulation qui font qu'apparemment ils retiennent mieux. Ce qui est un peu contre-intuitif. Nous, on lit, pour nous, une lecture productive, fructueuse, etc., doit
être dans un lieu propice au recueillement. Là, c'est pas du tout le cas. Ils apprennent mieux, c'est-à-dire que ça s'imprime en eux, des textes lorsqu'ils les apprennent dans le bruit et, et lorsqu'ils ne les comprennent pas. Ne pas comprendre un texte et néanmoins l'apprendre par cœur, ça va nécessiter plus d'efforts et par conséquent, ça s'imprimera mieux et surtout, la mémorisation ne sera pas transformée lorsque une compréhension différente du texte adviendra. Donc le texte restera là, il suffira de se le répéter une fois l'année et on l'aura en soi. On aura sa petite bibliothèque des textes qu'il faut maîtriser. On sera cette bibliothèque vivante, quoi. Alors si moi je peux parler des monastères en Occident où on lit aussi régulièrement oralement, la raison pour laquelle on oralise la lecture, c'est à la fois parce que c'est jugé être une punition, pour ainsi dire, donc et la punition, elle est liée à la fatigue, la fatigue physique de la lecture orale. Lire oralement longtemps, c'est usant, quoi. Et elle est aussi liée à l'idée qu'il faut occuper l'esprit dans les moments de pause, et particulièrement les repas. L'esprit étant le lieu de possible intervention des pensées mauvaises, du diable. C'est comme on occuperait un territoire, je veux dire, c'est avancer pour qu'il n'y ait pas d'espace vide, avancer ses pions, et c'est la lecture orale qui est cette façon de prendre possession d'un esprit pour éviter l'espèce de vacuité qui est mère de tous les vices. Et moi, je ferais peut-être un décalage en revenant à Saint-Augustin dont je parlais tout à l'heure, parce que je pense que c'est vraiment un autre monde et une autre façon de conjuguer alors l'interprétation d'un texte qui est la Bible avec l'interprétation de soi-même. Donc je reprends mon idée qu'il y a des lignes qui se croisent entre lire et avoir un rapport à soi, et que ça se fait via la question de l'interprétation, parce qu'on est soi-même une terre inconnue à interpréter, comme la Bible est aussi une sorte de mystère. Ça donne un truc très bizarre dans les confessions d'Augustin, c'est que ça commence par un récit autobiographique, donc la première autobiographie de l'Occident, et puis le bouquin transite ensuite vers une interprétation de la Bible, et les commentateurs sont souvent laissés un peu abasourdis par cette transition, comme si elle était invraisemblable. Et moi, il me semble que ce qu'elle dit, cette transition, c'est quelque chose qu'Augustin ne cesse de dire, c'est la place de la lecture comme outil de transformation de soi. Il s'est converti parce que dans le jardin à côté, une petite voix lui dit « chantonnait, tollet légué, prends et lis ». Et il prend la Bible et il l'ouvre et il lit un texte silencieusement, de nouveau, deuxième scène de lecture silencieuse. Et là, il y a comme un changement d'état d'esprit, de ces bouleversements dans une vie où tout à coup, tu as l'impression que ta vie est déroutée par une lecture. Donc c'est plutôt cette façon de se frotter à des textes dont on essaie de comprendre le sens et qui font qu'on se transforme soi-même par la lecture. Je pense que ça peut nous être familier dans certains types de lectures qu'on a encore aujourd'hui, qui sont les lectures qu'on dit un peu spirituelles, où on a cette forme de rapport sacré au texte parce qu'il va nous transfigurer. C'est marrant parce qu'aujourd'hui on parle de spirituel. Quand les gens parlent de spirituel, ils ont souvent aussi des images orientales qui leur viennent en tête. Et je dirais que là, dans le bouddhisme, il n'y a pas du tout de rapport à soi. Il n'y a pas d'herméneutique de soi-même via le texte. C'est-à-dire, le but, c'est pas de s'interpréter soi-même. C'est pas du tout ça. Peut-être que des disciplines comme la psychanalyse, où là aussi, les niveaux d'interprétation ou l'herméneutique entrent fortement en jeu, n'auraient pas pu naître, et d'ailleurs n'est pas né, dans le bouddhisme, puisqu'ils ont une vision ou une compréhension plutôt mécanique de la psyché, et donc des moyens d'intervention sur ces psychés qui ne sont pas de l'ordre de l'interprétation. L'interprétation, elle est vraiment liée à on a reçu des milliers et des milliers de textes, il y a des contradictions, comment est-ce qu'on fait avec ces contradictions pour montrer qu'en réalité, ils sont tous la manifestation de la même vérité, quoi. L'interprétation, elle est pour conserver la cohérence d'ensemble de la doctrine. Elle n'est pas du tout pour creuser sa subjectivité.
Idéalement, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse disposer consciemment de toutes ces modalités de lecture dont nous sommes les héritiers. C'est-à-dire qu'il faudrait en faire l'inventaire et il faudrait voir, c'est vrai que les mnémotechniques médiévales ou le palais mental, ou le fait de se créer à soi-même sa propre bibliothèque intérieure dans laquelle on peut aller piocher, ou les lectures ultra rapides qui permettent de scanner un texte qui se développe aujourd'hui, devraient pouvoir être à la disposition de tout un chacun, ce qui pose la question de l'enseignement de la lecture. Comment fait-on pour que la lecture devienne elle aussi un peu multimodale? C'est-à-dire que bien souvent l'enseignement de la lecture va conditionner un certain nombre de stratégies de lecture, et là il faudrait réfléchir à comment on fait pour rendre tout ça disponible et accroître les compétences de lecteur de chacun. De la même façon qu'il y a eu des sauts entre la lecture orale et la lecture silencieuse au IVe siècle de notre ère, on peut se dire, tiens, maintenant, est-ce qu'il y a un saut quelconque qui serait lié au virtuel? Évidemment que ça fait de sérieux changements, et peut-être que ceux qui sont les plus marquants pourraient concerner les formes d'attention, et je pense à ce que dit Citon sur le régime d'attention et le fait que ce développement du virtuel va avec des formes d'attention très spécifiques qui sont plutôt des attentions très mobiles, très dynamiques, et où on peut prêter attention à énormément de choses en même temps, à plusieurs choses, et puis changer très vite d'attention. Du coup, les formes d'attention du plongeur en apnée capable de s'abîmer dans un texte, et où tout se peuple comme un univers, sont peut-être des formes à réussir à privilégier, à faire exister. Ah oui, donc cette affaire d'animaux et les animaux qui lisent, en fait ça vient d'une hypothèse reprise par Baptiste Morisot lorsqu'il piste les loups, et elle consiste à dire que lorsqu'on lit une piste, en fait ce qu'on met en œuvre, c'est des compétences mentales qui n'ont pas été sélectionnées par l'évolution pour ça. On était des singes sociaux sur des arbres mangeant des fruits, donc on n'avait pas d'odorat, on avait une très bonne vue, et puis à un moment on s'est retrouvé dans la savane et il a fallu manger de la viande, sauf qu'on ne courait pas vite, et donc il a fallu pister. Et pister, c'est quoi? C'est abstraire des traces la présence de l'animal qui est passé là, refaire son histoire, et donc il appelle ça, lui, développer l'œil de l'esprit. Et ça tendrait à dire que peu importe qu'une société ait développé l'écriture ou non, en tout cas il n'y a pas de société humaine sans lecture, parce qu'on est tous capables de lire des pistes. Ça serait corroboré aussi par le fait qu'on aime ça, on aime la chasse, et ça se transforme lorsqu'on lit un livre dans la quête, la narration, le fait qu'on soit tendu vers un objectif et sa résolution, quoi. D'où le fait que lorsqu'on lit ça, on ne fait que devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire d'accomplir nos compétences biologiques d'avant.